Bienvenue sur Sira TV, en plein cœur du Sira, avec les news du Sira. Nous démarrons avec les chiffres du jour. Le premier correspond au nombre de dossiers de candidature déposés pour le Grand Prix de l'innovation de ce Sira 2015. 259 pour seulement 11 lauréats qui ont reçu le prix tout à l'heure sur cet espace à midi. Les résultats des concours de la journée de ce samedi en bref, avec le lauréat de l'Open des desserts glacés Philippe Faure, le second Jérôme Cellier et le troisième Johan Hasselbein. La France remporte l'international Catherine Cup. Bravo à Jean-François Bury et à son coéquipier Thomas Guichard. Et nous terminons avec le lauréat du Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins qui a eu lieu hier et le chef des cuisines du lycée hôtelier François Rabelais à Lyon. Un mot sur le parcours des experts de ce dimanche 26 janvier. Nous vous proposons de suivre le parcours épicerie fine, halal et cachère, signe officiel de qualité et vin et boissons. Je vous rappelle le principe de ces parcours experts. Ce sont des livrets disponibles à l'entrée principale du Sira qui vous permettent de sélectionner votre visite en fonction de vos centres d'intérêt. Le programme du jour, il est riche. Se tiennent aujourd'hui la Coupe du Monde de la pâtisserie sur l'espace des chefs jusqu'à 18 h, le concours national des fromagers actuellement sur l'espace cuisine en scène Hall 2 jusqu'à 16h30 avec la remise des prix à 17 h, la Coupe de France de la boulangerie jusqu'à 17 h sur l'espace Tendance Pain, le deuxième championnat de France des arts gourmands sur l'espace de la maison de la pâtisserie jusqu'à 17 h, et puis le concours des baristas sur l'espace Café Chaud jusqu'à 18 h. Enfin, pour conclure ces news, les visites du pôle expert. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la visite guidée proposée par l'école d'ingénieurs ISAR à Lyon avec les étudiants ingénieurs agroalimentaire qui vous propose de découvrir le Sira avec un parcours d'ailleurs, des produits ethniques et un parcours éveil d'essence avec des visuels, des textures et des goûts innovants. Cela a lieu sur la mezzanine au cœur de l'espace de la place des Lumières du Sira. C'est une conférence qui va maintenant suivre sur Sira TV. La TOC va vous proposer de vous donner quelques informations et conseils sur le thème de l'installation aux États-Unis. De nombreux artisans, chefs d'entreprise et marques souhaitent tenter l'expérience aux États-Unis pour s'installer, développer une marque ou collaborer sur un projet. Mais ces opportunités de croissance nécessitent des démarches administratives, des démarches réglementaires incontournables. Pour en parler, conseils, astuces et modalités avec la TOC et Anne-Laure Choran. Bonjour Anne-Laure. Oui, bonjour, merci beaucoup. M'entendez-vous? J'ai l'impression que ça porte... Voilà, merci, j'ai le son. Bonjour à tous, merci d'être nombreux autour de cette petite tribune. J'ai la chance d'avoir deux invités très intéressants, je vous le promets, pour cette première conférence. Alors le thème, c'est l'installation aux États-Unis. Pour les artisans pâtissiers, c'est souvent un grand rêve que de s'installer là-bas. Je dirais presque que malheureusement, c'est un rêve qui est souvent assorti d'irréalité. En fait, il est vrai que c'est compliqué de s'installer aux États-Unis. Il y a vraiment des précautions à prendre. Et nos deux invités, Monsieur Durousseau, qui va être notre expert aujourd'hui du cabinet consulting JCD Consulting, c'est pas si simple. Merci. Et puis un artisan boulanger-pâtissier qui nous vient de Bidart, près de Biarritz, qui va nous donner son témoignage. Et tous deux vont vous déjouer un petit peu les pièges de ce rêve américain. Et pour ceux qui ont vraiment le cœur à s'attacher à leur rêve, eh bien, on va essayer de les aider un petit peu par cette conférence. On va attirer leur attention sur les pièges et surtout sur les conseils pour mener à bien cet éventuel projet. Je vais passer la parole à Monsieur Durousseau. Si on devait faire ressortir un premier conseil vraiment essentiel, quel serait-il? Alors, le premier conseil, c'est une bonne préparation. C'est vraiment le conseil essentiel. Avant de se lancer et éventuellement avant de perdre beaucoup d'argent, parce que le rêve américain, c'est qu'on peut devenir très riche aux États-Unis, mais on peut aussi perdre beaucoup d'argent. Donc, avant de se lancer, une bonne préparation. Sur plusieurs plans, j'en détaille un et puis après on verra éventuellement les autres. Une bonne préparation financière d'abord. Il faut savoir que
en France, on aide les gens à exporter, on aide les gens à avoir des projets à l'étranger. Alors, pour se préparer financièrement, on peut s'appuyer sur la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. On peut s'appuyer sur la COFAS. Le fait de s'appuyer sur ces deux organismes et UbiFrance aussi, le fait de s'appuyer sur ces organismes-là permet de préparer son projet. Il faut savoir que la BPI a des prêts qui sont des prêts d'enquête, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avant même de lancer son projet, si on veut aller là-bas pour voir ce qu'est le marché, pour organiser éventuellement, enfin on en parlera plus précisément après, mais ça peut rentrer dans les financements de la BPI. Donc bien préparer son projet financièrement, c'est vraiment une première chose, et utiliser ce qui est à notre disposition. Mais est-ce que vous pensez que arriver sur ce territoire en étant, parce qu'on fait un bon produit, parce qu'on marche bien en France, est-ce que l'étiquette artisan français ou produit français suffit à ouvrir des portes sur place? Non, alors là, très clairement, hein, on arrive, on met French Bakery, ça suffit. Peut-être qu'il y a 30 ans, ça épatait les gens. Aujourd'hui, ça ne suffit pas du tout. Il faut arriver avec de l'humilité sur le marché américain, pas d'arrogance du tout. Avec Christophe, quand on était à Las Vegas, on a rencontré Jean-Philippe Maury qui, pour vous donner un ordre d'idée, Jean-Philippe Maury, c'est un gars qui a été MOF à 25 ans ou 26 ans. 25 ans. 25 ans, et il est arrivé d'abord à New York. Il est arrivé donc tout auréolé de son étiquette MOF, sauf que là-bas, tout le monde s'en fout un petit peu, et ça s'est très mal passé pour lui. Ensuite, il a recommencé avec beaucoup d'humilité à Las Vegas, en essayant de comprendre ce qu'était le marché américain, ce que les gens voulaient, et il y a ajouté sa technicité. Et là, ça a marché. Aujourd'hui, c'est un gars qui a 2 espaces de vente, au Bellagio et à l'Aria, et qui fait 100 000 $ de chiffre d'affaires jour, en sachant qu'à Las Vegas, ça ne ferme jamais, donc c'est multiplié par 365 jours. Donc je pense que pas d'arrogance, mais Christophe peut sans doute en parler beaucoup mieux que moi, parce que vous, Christophe, vous avez vécu cette expérience, donc d'arriver sur le marché avec une idée. Au tout début, c'est né comment cette envie? Elle est née comment et vous êtes donné quels moyens? Vous avez envisagé ça comment? Pour vous présenter un petit peu notre démarche, quand avec mon épouse on s'est dit ça serait bien qu'on progresse, qu'on puisse investir et avoir d'autres affaires, parce qu'on avait une affaire donc sur la côte basque. Moi, la démarche, ça a été de me dire, avec 1 euro, pourquoi pas transformer cet euro en 1 $, avec un marché en croissance de l'ordre de 5 à 6%. Donc je me suis dit, avec peut-être beaucoup d'arrogance, mais Jean-Claude était là pour me rappeler qu'il ne fallait pas être trop arrogant, on est parti donc à Las Vegas pour faire une production de gâteaux basques, puisque c'est notre spécialité maison et la spécialité qu'on voulait développer et présenter là-bas. Et donc, effectivement, on est tombé sur un os, parce que l'Amérique, c'est pas la France. C'est la palissade, mais c'est le cas. La façon d'aborder en fait le marché est complètement différente. C'est-à-dire que nous, artisans boulangers, nous avons une façon d'aborder le local, on va dire, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt, on envisage le global. Et donc, quand vous attaquez un marché, vous attaquez les États-Unis ou rien d'autre. Donc ça, c'est la démarche de la réussite, en fait. Parce que aujourd'hui, en fait, quelque part, ils ne nous ont pas attendus. Ça, c'est une évidence. Ce que j'ai trouvé, moi, d'intéressant aux États-Unis, et c'est ce que je recherchais, en fait, c'est face à cette morosité, cette croissance un peu en berne qu'on nous souffle tout le temps, c'était d'aller là-bas pour retrouver un peu le plaisir d'entreprendre, on va dire. Et donc, du coup, on a rencontré, grâce à Jean-Claude, plein d'entrepreneurs français qui avaient réussi, ou pas d'ailleurs, aux États-Unis. Et on a retrouvé quand même, à chaque fois, cet esprit de pionnier à travers les différents profils qu'on a pu voir. Et donc, du coup, il y avait ce côté, effectivement, on veut entreprendre, mais aussi l'amusement. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'était vraiment une bouffée d'oxygène quand je suis allé là-bas, parce qu'effectivement, tout est possible. Donc, c'était vraiment très jouissif de rentrer des États-Unis en France avec cet état d'esprit. Pour autant, la difficulté majeure que j'ai rencontrée, c'était de pouvoir cibler la clientèle.
cibler la clientèle, ce n'est pas forcément une démarche qu'on peut avoir en tant qu'artisan. Là-bas, il faut effectivement savoir qui vous allez chercher. Et naturellement, comme on peut tous le juger, c'est une idée d'aller chercher la French Touch, donc de vendre un savoir-faire, de vendre une image. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Parce que l'expérience de Jean-Philippe à Las Vegas, avec le savoir-faire, avec les équipes, n'a pas été suffisant. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, et ça on peut le rencontrer aujourd'hui, d'autant plus au CIRA, qui est le salon des tendances, c'est que les États-Unis, ce ne sont que des tendances. Oui, ce ne sont que des tendances. Et des tendances très rapides. C'est-à-dire que si nous, on peut se plaindre ici, et on peut le rencontrer dans la restauration avec des établissements qui peuvent tenir 3 ans sur une tendance, les États-Unis, c'est 6 mois. Donc allez vous lancer pour ouvrir une affaire qui va fonctionner très très fort pendant 6 mois et du jour au lendemain, vous n'avez plus personne dans le magasin. C'est des expériences qu'on a pu rencontrer avec Jean-Claude là-bas. Donc forcément, ça vous oblige à vous dire, si je vais là-bas pour investir entre 500 000 € et 1 million et me retrouver au bout de 6 mois, il n'y a plus rien, c'est très compliqué. Très compliqué à aborder. Dans ce cheminement que vous nous racontez, qu'est-ce qui a été le plus dur? Quels sont les... Je ne veux pas être trop négative, bien évidemment, mais il s'agit d'anticiper, de prévenir les gens qui pourraient être tentés par cette aventure. Sur quel genre de problème vous avez eu les plus mauvaises surprises? Moi, j'ai envie de dire un truc avant que vous répondiez. Je dirais que d'abord, Christophe, vous avez pris le problème dans le bon sens. Parce que la première question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir aux États-Unis. Donc, premièrement, bien se préparer. Vous n'y êtes pas allé en disant, ça y est, on y va, on ouvre. On a fait un premier voyage pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appuyé sur un salon, on a fait rentrer des produits, on a fait des gâteaux basques, on les a fait goûter aux gens, on a déjà vu directement ce que les clients américains pensaient de ces gâteaux. Donc ça, c'est déjà une première bonne démarche. Retour, ouais. Oui, tout à fait. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, la tendance est très rapide. Vous avez pu entendre parler du Cronuts. Aujourd'hui, on parle du Krogel. Alors le Cronut, on va préciser, c'est un croisement entre... Un croissant et un donut. Maintenant, on est sur la fusion entre un croissant et un bagel. Donc, si vous voulez... C'est un succès fou. Hein. Oui, c'est un succès fou. Mais quelque part, la personne qui a lancé ça, quelque part, quand vous allez aux États-Unis, en fait, vous y allez pour gagner de l'argent, pour réussir, mais il ne faut pas perdre de l'argent. Encore une fois, c'est très compliqué de se dire, bon, il faut que j'y aille pour les bonnes raisons, il faut que j'y aille pour gagner de l'argent. Et quelque part, les États-Unis, c'est le pays de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans une logique de vous dire, je vais réussir déjà sur une première affaire, mais il faut que dans les 6 mois, j'en ai déjà ouvert 10 pour rentabiliser mon investissement, à mon avis, c'est pas voué à l'échec. Mais si vous réussissez sur un concept, très naturellement, vous avez de la concurrence qui va se développer autour de vous. L'argent se trouve très facilement aux États-Unis. Il y a des financiers. Pour peu que vous ayez fait vos preuves, tout de suite, vous allez pouvoir trouver de l'argent. Ça, c'est peut-être la chance, c'est qu'il y a de l'argent à investir. Et le conseil, moi, que j'aurais tendance à donner aujourd'hui, c'est de dire, n'investissez pas votre argent, allez chercher de l'argent. Et l'argent, vous allez le trouver par l'expérience que vous allez pouvoir vendre là-bas. Donc, après, la chance qu'on a pu avoir aussi en rencontrant Jean-Claude, c'est que plutôt de partir sur un principe de retail, donc d'une affaire boutique, c'était de se dire, est-ce qu'on ne va pas partir aussi sur un B2B, c'est-à-dire un business to business, c'est-à-dire produire le gâteau basque, le distribuer peut-être dans les grandes surfaces, parce qu'on a eu de très bons retours de ce côté-là avec des industriels. Et donc effectivement, les États-Unis, attaquer un marché de plus de 300 millions de consommateurs, c'est peut-être plus intéressant que d'aller chercher. Alors voilà. ça c'est le deuxième point clé. Premier point clé, donc on l'a compris, une bonne préparation. Deuxième point clé, il faut être à l'écoute. C'est-à-dire, on y va, on a une idée de son projet, on se dit, bah, tiens, je vais aller ouvrir un point de vente, par exemple. Alors d'abord, on peut se poser la question de la pertinence d'ouvrir un point de vente, parce que si c'est pour aller faire là-bas ce qu'on fait ici, peut-être mieux de rester ici, au moins on sait où on est. Un truc au passage comme ça, aux États-Unis, les gens n'achètent pas de pain, il faut l'avoir en tête aussi. C'est-à-dire que ici, je crois que c'est plus de 90% des gens qui vont acheter du pain frais tous les jours. Aux États-Unis, c'est plus de 90% qui ne vont pas acheter de pain frais tous les jours. Donc, faites pas votre business là-dessus. Il est différent, le business. Alors,
Donc il faut arriver avec une ouverture d'esprit. Comme le disait Christophe, j'arrive, je pense que je vais faire ça, et puis il y a peut-être d'autres solutions qui vont se présenter à moi. Donc il faut être ouvert, écouter ce que dit le marché, ça on l'a vu, c'est écouter ce que disent les Américains, faire des focus group, faire tester ses produits, mais aussi se dire, peut-être qu'au lieu d'ouvrir quelque chose, je vais peut-être ouvrir un premier truc et puis je vais en faire une franchise, je vais peut-être rechercher un partenariat de distribution avec quelqu'un, je vais peut-être acheter une société qui a déjà un réseau, qui a déjà une clientèle, donc je vais faire une fusion-acquisition. Il faut être ouvert à tout. Ça, c'est vraiment important pour réussir. Mais tout ça, on peut regrouper toutes ces initiatives sous le terme d'entreprise. Ce sont des manières d'entreprendre. Est-ce qu'il est plus facile d'entreprendre aux États-Unis que chez nous? Moi, je dirais que la différence entre la France et les États-Unis, si j'en avais une, c'est que les États-Unis, c'est grand. Mais sinon, il ne faut pas fantasmer sur les États-Unis. C'est un pays où il y a des réglementations, où on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Sur le plan administratif, je pense on peut avoir des soucis, pas les mêmes qu'en France, différents, mais on peut être emmerdé. Donc, il ne faut pas fantasmer, on ne fait pas n'importe quoi. Par contre, quand on réussit, l'avantage, c'est qu'on peut réussir grand. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être dimensionné pour réussir dans un grand pays. Ça paraît tout bête, hein, mais les États-Unis, il faut se rappeler que c'est grand. 50 États, 50 villes majeures au minimum, il y en a plutôt 2 par État. Donc si on veut ouvrir une affaire dans chaque ville majeure, ça veut dire qu'on ouvre une centaine d'affaires déjà. C'est grand. Donc si on réussit bien. Si on veut vraiment profiter de ce qu'offre le marché américain, c'est-à-dire sa grandeur, il faut voir grand. Et c'est pas évident parce qu'en France, on a l'habitude de voir petit sur des petits marchés où on est toujours dans l'économie et on n'est pas dans les grandes organisations. C'est une différence majeure. Ce qui veut dire, c'est qu'en France, on peut faire seul éventuellement, alors que là-bas, ça paraît pas possible de faire ça seul. Si on réussit, rapidement, il y a des gens qui vous proposent d'investir. On est rejoint rapidement, c'est pas le souci. Mais il faut avoir en tête qu'on va se développer largement. Oui. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit. Effectivement, si un boulanger français se dit je pars aux États-Unis pour aller vendre de la baguette, je pense qu'il ne va pas en vendre beaucoup. Des expériences qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'une boulangerie, c'était maximum 60 baguettes qui étaient vendues par jour. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous partez là-bas, ça va être plutôt un principe de restaurant boulanger, c'est-à-dire que c'est un restaurant sous couvert d'une boulangerie, on va dire, et qui va donner cet esprit. Donc c'est très marketé, c'est très beau merchandising. Alors ça vous donne des leçons, hein. Nous, quand on est rentré en France avec tout ce qu'on avait vu, on a revu tout le magasin, on a tout refait à l'intérieur, on a tout repensé par rapport à notre cible et par rapport à notre marché. Bon, aujourd'hui, on est revenu avec vraiment des outils très importants. Ça vous donne une belle leçon de ce que doit être le commerce. Et ce manque de réflexe d'achat, je dirais, est-ce que c'est basé uniquement sur le fait que les Américains aiment le pain mou et que nous, on a tendance à proposer du pain croustillant? Est-ce que c'est simplement pour ça ou ils n'ont pas la culture? Non, je pense. Enfin, moi, je l'ai analysé comme étant culturel. L'année avant d'aller à Las Vegas, j'étais parti aussi à Sao Paulo pour faire une étude de marché sur le Brésil. Et effectivement, je me suis dit, mais c'est super, ils n'ont pas de pain. Ils n'ont pas de pain, oui, mais ils ont du manioc. Donc ça veut dire qu'ils ne mangent pas de pain, mais ils mangent du manioc. Donc ça veut dire qu'ils ne mangeront jamais du pain, ou ils le mangeront sous une autre forme. Donc, ou les petits pains français, ils appellent ça le pão français. Donc voilà, il faut s'adapter à la culture locale et se dire que moi, français, il va falloir que je m'adapte. C'est ce que nous disait... La différence, c'est que le pain, ici, dans une boulangerie, pâtisserie traditionnelle, le pain, ça va être le produit d'appel. Oui. Les gens vont venir tous les jours. Si vous faites du bon pain, vous aurez plein de gens qui vont venir dans votre boutique et puis au passage, ils vont acheter d'autres choses. Là-bas, on va être plus sur un mode où, d'abord, il y a le marché du breakfast qui existe là-bas, qui n'existe pas ici. Donc, on va commencer à travailler tôt le matin. Et puis, petit à petit, la boulangerie qui n'est pas une boulangerie, il ne faut pas l'appeler une boulangerie, il faut l'appeler, je sais pas, café, bakery, enfin ce qu'on veut, mais pas boulangerie en tout cas. Et d'ailleurs, les espaces de production par rapport aux espaces de vente ne sont pas répartis comme ici. Là-bas, on est plutôt en 20% de production et 80% d'espaces de vente où on va pouvoir s'asseoir, où on va pouvoir consommer. On va manger des glaces, on va manger le midi, des sandwichs. Ensuite, on va... Enfin,
le point de vente va changer tout au fur et à mesure de la journée. Et c'est un point de restauration. Alors, le pain, c'est pas un produit d'appel, c'est plus un support. Par exemple, Kaiser à New York a un menu où ils font des tartines. Alors, on voit bien qu'il met des choses sur du pain. Et ça leur plaît. Mais c'est bien. Il s'est adapté, il sait valoriser son pain. Mais en même temps. Pas du pain croustillant, d'ailleurs. Non, c'est des tranches. Voilà. Mais ça veut dire qu'il a fait un réel effort d'adaptation. Il faut vraiment comprendre ça et comprendre que ça ne marche pas pareil. Voilà. Et si à côté de ça, vous arrivez en disant j'ai la meilleure pâtisserie de France, ce qui est possible, hein, si vous arrivez aux États-Unis, si vous ne faites pas des wedding cakes ou des gros gâteaux à la crème façon déco française, si vous n'avez pas ce fameux wedding cake ou ce gâteau à la crème, ça ne marchera pas. Et c'est ce que nous disait Jean-Philippe. C'est-à-dire, il est mof, il a voulu instaurer la pâtisserie fine française là-bas sur place. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était pas leur goût et c'est pas ce qu'ils attendaient. Donc, s'ils ont une fête, ils veulent un wedding cake. Donc, il s'est mis au wedding cake, façon française, avec les apports de ce qu'on pouvait apporter de notre savoir-faire. Et à partir de là, quand il a compris ça, ça a été un succès pour lui, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, je pense que c'est dû au continent américain, quand on voit l'essor du pain français au Japon, c'est pas du tout dans leur habitude. Ce pain croustillant, ils sont plus sur du pain de mie aussi ou surtout sur le riz. Mais là, c'est un snobisme. Être dans la tendance, acheter du pain français. Et du coup, ça se développe beaucoup. Ils ont changé leurs habitudes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne vérifie pas aux États-Unis. Bon, il faut voir sur quel marché on veut se développer. Le snobisme, si vous êtes à New York, si vous êtes à Los Angeles, ça va marcher. Maintenant, si vous voulez ouvrir une chaîne avec des points de vente dans le Dakota du Nord et l'Idaho, le snobisme, ça va marcher moyen. Le ticket moyen, c'est-à-dire ce qu'ils sont prêts à mettre aussi pour se restaurer, c'est pas la même chose. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire, où on veut le faire. Le snobisme, ça a ses limites, si on veut faire quelque chose de grand. Oui, tout à fait. Si je vous demande... Oui. Au-delà de ça, si je reprenais, si on me demandait un conseil sur une installation aux États-Unis sur du retail, donc sur une boulangerie, un point de vente aux boulangeries-pâtisseries, moi j'aurais tendance à dire, ne vous focalisez pas sur les grandes villes. Il y a Los Angeles, il y a New York et les autres, mais il y a aussi des villes secondaires. Et sur les villes secondaires qui sont des marchés totalement vierges, il est peut-être intéressant d'aller s'installer parce que vous n'aurez pas de concurrence et de faire un maillage local. C'est-à-dire que par exemple, le Français qui s'était installé à San Francisco, j'ai oublié le nom, la personne qui a ouvert le principe de la boulange, voilà, ça a été ça. Rigaud, voilà. Et le principe, ça a été ça, c'est-à-dire qu'il s'est installé sur San Francisco et à partir de là, il a fait son maillage localement avec 17 établissements. Donc, voilà, moi oui. Si aujourd'hui... Les principes sont multiples. Hein. Les principes sont multiples. Je voudrais dire un truc, parce que le temps file et je ne voudrais pas qu'on soit pris. Il y a un truc qui est important aussi, notamment dans les métiers de bouche, c'est de ne pas oublier de s'appuyer sur le réseau français aux États-Unis. Il y a beaucoup de Français qui sont dans les métiers de bouche, énormément. Et il ne faut pas oublier de s'appuyer sur ce réseau, mais pas que. Il y a aussi, alors pour les gens qui sont au début d'un projet, il y a les CCEF, c'est les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est des gens qui vous donnent gratuitement des conseils. Qui aident à élaborer un plan d'investissement. Oui, c'est des gens qui ont une expérience internationale, qui sont nommés par le Premier ministre et qui vous donnent gratuitement des conseils. Il y a les VIE, si vous voulez ouvrir quelque chose là-bas, donc on peut s'appuyer sur les VIE. Il y a les CCI. Ici, dans la région, il y a une entité qui est très dynamique qui s'appelle ERAI, qui aide les industriels et les entreprises à s'installer à l'étranger. Concrètement, bon, il y a la COFAS, on en a parlé tout à l'heure, il y a la BPI, il y a les missions économiques des ambassades qui peuvent vous renseigner. Si vous demandez des renseignements ciblés sur telle ou telle ville, ils peuvent vous renseigner. Et c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à s'appuyer aussi sur eux. Après, il y a les organisations, il y a les chambres de métiers. Il y a des organisations comme le MEDEF. Moi, je suis au MEDEF international, mais il faut savoir qu'on a un MEDEF à New York, le MEDEF Paris-New York, et que on organise des choses. Par exemple, au mois de mars, là, on organise un voyage qui est une véritable boîte à outils pour les gens qui ont un projet là-bas. Sur 2 jours, on va leur présenter des francophones ou des Français qui ont réussi, qui ont au moins 5 ans d'expérience réussie à Manhattan et qui sont des avocats qui font de l'immigration. Donc vous aurez besoin des comptables, des transitaires, des avocats d'affaires, des gens qui font de la fusion-acquisition.
Donc il faut s'appuyer sur le réseau français, c'est des vraies boîtes à outils, c'est précieux. Hein. Et ça veut aussi dire que parfois, il ne faut pas s'emballer, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre le temps et l'argent de faire, voilà, se donner les moyens de faire un voyage d'études. On réfléchit, on rentre, on voit un peu ce qu'on peut faire, si finalement c'est faisable, si on ne court pas trop de risques. Le peu d'argent et le peu de temps que ça aura coûté, c'est quand même toujours mieux qu'une grande plantouille, si je puis me permettre cette expression. Voilà, après ça va dépendre du profil. Moi j'aurais tendance à dire à un jeune qui vient de sortir de son apprentissage, qui vient de faire 3-4 ans en établissement et qui veut se lancer, peut-être qu'il est plus intéressant de partir sur des marchés plus vierges aux États-Unis. 5 ans. 5 ans. Parce que sinon, il n'aura pas son... C'est très réglementé, les US. Il n'aura pas son visa. Il faut un visa J1. Il n'aura pas son visa. Donc, voilà. Il sera embêté. Voilà, donc, il faut un diplôme du secondaire pour partir 1 an là-bas avec un visa. Hein, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi qui partent sans papier. Partir là-bas avec un visa, il faut un diplôme du secondaire de plus de 2 ans, si je me souviens bien, après le bac. Et sinon, il faut 5 ans d'expérience pour avoir le J1. Voilà. Après, si vous êtes sur un autre profil d'un professionnel en couple avec des enfants qui a une quarantaine d'années, moi par exemple, et qui souhaiterait aller s'installer aux États-Unis, les contraintes ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que ça suppose vendre son affaire, ça suppose certainement, ça suppose aller s'installer, investir, et les sommes, enfin le panier moyen, on va dire, pour une installation, de ce que nous disaient les professionnels pour réussir, parce que le but c'est une affaire, mais pour en avoir plusieurs autres, ou partir sur du business to business, donc avec les GMS et aller alimenter les États-Unis. Et là, dans ces cas-là, il vous faut entre 1 million et 2 millions de dollars minimum pour commencer. Voilà. Alors, le visa investisseur, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, c'est 500 000 $. Dans certains États, on peut l'avoir pour moins. C'est toujours compliqué. Il faut toujours rajouter des frais d'avocat qui sont importants. Donc là, c'est pareil. Il faut anticiper, il faut bien préparer son coup. Mais pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, profiter du marché américain, c'est pas forcément tout quitter ici et aller s'installer là-bas. Ça peut être aussi ouvrir une succursale là-bas. Ça peut être avoir des accords de distribution. Ça peut être faire de la fabrication sous licence. C'est vraiment plein de choses. Et pour finir sur le réseau français, je voudrais aussi ajouter que vous avez beaucoup de fournisseurs français ou des fournisseurs qui sont installés en France avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, qui ont des filiales aux États-Unis. Sasa, Oaos, Bridor, vous avez vous trouvez tous ces gens-là aux US. Vous ne serez pas forcément dépaysés et ces gens-là vont vous aider aussi. Le réseau français, c'est important. Le réseau des fournisseurs, c'est important aussi. Alors, lorsque nous avions organisé à la TOC Magazine un séminaire autour de cette installation aux États-Unis, Monsieur de Rousseau, vous aviez fait venir un avocat. Manifestement, sur le plan de la législation, c'est pas simple parce que il y a une réglementation par État et non pas au niveau du pays. Je vais vous donner un exemple très simple, pour que tout le monde comprenne bien. Vous allez au Colorado, vous voulez faire une plantation de cannabis et ouvrir des magasins de vente de cannabis, vous allez faire fortune. Vous allez dans l'État d'à côté, vous allez en prendre pour 20 ans de tôle. Voilà, c'est ça les États-Unis. Ce sont des États unis, d'accord, mais c'est des États différents, avec leur réglementation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'aide de juristes. En général, on a l'habitude là-bas d'essayer de prévoir les choses avant. On a des operating agreements, par exemple, dans les sociétés. On essaie de prévoir les choses avant, on essaie d'anticiper les choses au niveau juridique. Ce n'est pas toujours simple, surtout si on veut faire du business dans plusieurs États. C'est un budget, il faut bien l'anticiper, il faut bien le préparer. Oui, après, l'autre dimension aussi, en termes de contraintes, on va dire, c'est le management. Comment gérer du personnel aux États-Unis? Alors, on pourra avoir un peu l'image d'Épinal en se disant c'est compliqué en France, c'est plus facile aux États-Unis. Pour autant, les États-Unis ont une autre structure de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a un titre de pâtissier chez vous, qui fait une seule tâche, voilà, et pas une seconde, qui aujourd'hui va peut-être gagner $10 de l'heure. Si demain, une entreprise de plomberie lui propose $10,50, il vous quitte du jour au lendemain. L'avantage pour vous, c'est aussi de pouvoir vous séparer de certaines personnes, mais la richesse que vous pouvez créer dans l'entreprise est très compliquée à garder. C'est plus facile dans un sens, mais
dans l'autre aussi. Exactement. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est problème juridique, judiciaire, on va dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des professionnels là-bas qui m'ont dit qu'ils étaient obligés de mettre des systèmes de surveillance dans les ateliers pour faire en sorte de surveiller que certains des salariés ne simulent pas des chutes, des blessures, et qu'il fallait apporter la preuve que tout était bien sécurisé suivant les normes locales. Et chaque État, comme l'a dit Jean-Claude, propose des lois différentes. Donc là encore, des normes, le travail est différent. Alors bon, ceci dit, il ne faut pas noircir les choses, hein, quand même, il ne faut pas les décourager. C'est un beau pays, on peut gagner beaucoup d'argent. Simplement, il faut se donner la peine de savoir ce que c'est réellement, de dépasser le mythe des États-Unis, de savoir réellement ce qui nous attend sur place. Si on dépasse ce mythe, si on essaie de comprendre leur logique à eux qui leur est propre, exemple, vous parliez de la main-d'œuvre, c'est un gros marché. Alors sur un gros marché, on a l'habitude que chacun fasse, on parcellise l'organisation du travail. Donc chacun fait son petit truc. Nous ici, comme on est sur des petits marchés, on est plus à la démerde. C'est toi machin, tu fais ça, puis tiens, quand tu auras le temps, tu feras ça aussi. Là-bas, ça marche pas. Non, donc il faut le comprendre. Mais quand on a bien compris, c'est quand même un beau pays. Et il ne faut pas partir pour de mauvaises raisons. Et si on part pour des bonnes raisons que vous avez expliquées au début, c'est-à-dire la joie d'entreprendre, c'est quand même le paradis des entrepreneurs, les US. C'est ça, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, le rêve américain demeure. C'est-à-dire que j'ai vu tout ça, mais je vais continuer avec Jean-Claude, donc je serai avec vous à New York sur la présentation que vous allez nous faire avec les entrepreneurs français qui ont pu réussir là-bas et tous les conseils. Pour autant, il y a une très grosse préparation. C'est peut-être lié aussi au fait de la dimension de notre entreprise aujourd'hui sur la côte basque. L'idée pour moi, c'est de conserver notre installation sur la côte basque et de pouvoir nous développer sur le versant américain, d'autant plus que les accords TAFTA qui vont se mettre en place vont certainement libéraliser un peu plus les choses et favoriser les flux économiques dans les deux sens. Ce que j'espère. Voilà. Mais de votre expérience, quel est le plus gros piège ? Quelque part, ça serait quitter la France par dépit. C'est-à-dire que si vous y allez, pour moi, c'est ça les mauvaises raisons. C'est-à-dire que si vous pensez que vous trouverez mieux là-bas, obligatoirement, et qu'ici c'est pourri, je pense que vous faites fausse route. D'accord, ça c'est pas constructif d'une certaine manière. Non, parce que vous voyez, la chance qu'on a eue en partant aux États-Unis, c'était qu'on était sur une croissance de marché d'1,8%, grosso modo, sur la boulangerie-pâtisserie en France, et notre marché c'était le même là où on est installé. On est revenu des États-Unis avec des outils, on a revu notre marché, on a fait des études de marché local, on a revu tout le merchandising. Et aujourd'hui, au bout de 6 mois d'efforts, on arrive à avoir un taux de croissance d'environ 9 à 10%. Pour une entreprise qui a 17 ans aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à se remettre en question, on s'est reposé les bonnes questions. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut y aller effectivement dans le but d'aller s'installer ou de profiter du marché américain. Maintenant, on peut y aller pour prendre des idées, et notamment prendre des idées de management, voir comment évoluent les affaires. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde globalisé et que le monde de la restauration, du fast-food, de la boulangerie des États-Unis, c'est le monde européen dans 5 ans ou dans 10 ans, dans certaines... Donc, on y va, on ramène des idées et on fait de la croissance. C'est aussi une autre manière d'envisager les États-Unis. Est-ce que le marché du snacking français, parce que ça n'est pas le fast-food à l'américaine, est-ce qu'on peut aussi avoir des projets de développement dans ce domaine-là ? Les Américains n'ont pas tout à nous apprendre. C'est le royaume du snacking. Je crois que c'est la base. Hein. C'est les modèles qu'on a pu voir réussir aujourd'hui, tels que le pain quotidien ou des choses comme ça. Voilà, c'est un restaurant boulanger, mais ça reste un restaurant. Voilà, je pense que, à la différence de la France, où encore on est... bloqué par des horaires entre guillemets entre matin, midi et soir. Là-bas aux États-Unis, ils mangent à toute heure. Donc c'est cette dimension-là qui est intéressante. Il y a un créneau qu'il ne faut peut-être pas négliger aussi, parce qu'on n'a pas du tout parlé, c'est le créneau de la formation. Ils ont besoin par exemple, il y a un engouement en ce moment pour le macaron depuis déjà quelques années, mais c'est un vrai engouement, c'est une vraie tendance. Moi, je connais quelqu'un qui va aller au mois d'avril faire des macarons académie aux États-Unis. C'est un bon marché aussi, la formation. Et il y a des écoles qui sont ouvertes. Enfin, bon, faut pas... Il y a vraiment plein de manières de s'installer.
faut être ouvert. Donc on peut penser quand même que l'image de la gastronomie à la française et du pain à la française... L'image est bonne, mais ça ne suffit pas. Ça suffit Voilà. pas, C'est exactement. ça qu'il faut avoir en tête. L'image, elle est excellente, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir en D'accord. profiter, mais c'est pas suffisant. Voilà. Bah, c'est peut-être sur ces mots que l'on va pouvoir conclure. Je tiens à remercier Christophe Garcia encore une fois de sa participation et puis longue vie à votre projet, Eh bien, écoutez, en espérant que vous en aurez d'autres. on est bien épaulé, on est bien conseillé avec Jean-Claude, Voilà. donc Merci, on continue c'est dans ce gentil. sens-là. Et Voilà. merci La aussi, Monsieur Durousseau, parce que c'est vrai que vous connaissez bien les États-Unis et voilà, je crois que vous êtes un bon partenaire pour Bon, ne pas faire merci. n'importe quoi là-bas. Et merci à notre auditoire aussi. Et je vais passer la parole à notre animateur. Merci beaucoup. Merci à vous, la Toc Magazine. Je rappelle que vous êtes dans le hall 4, allée 4H, stand 80. Merci à vous d'avoir animé ce débat autour, on l'a vu, des démarches qui sont incontournables pour aller aux États-Unis. C'est ça aussi le CIRA, pour trouver toutes les solutions et toutes les réponses à vos questions. Nous allons enchaîner avec un tout autre sujet dans un instant. Nous allons parler avec Sealed Air du gaspillage, comment éliminer le gaspillage grâce à de meilleures solutions d'emballage et d'hygiène. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes autour d'Alice Blondel qui animera ce débat. Ce sera à 15h40. Et ensuite, nous enchaînerons avec un tout autre sujet. Nous parlerons de l'alimentation sans allergènes et de la cuisine sans allergènes, notamment avec une crème prise au citron et ça sent chantilly caramel avec une tuile. Donc ça nous met l'eau à la bouche. Ce sera à 16h25 et nous terminerons à 17h10 avec les maîtres restaurateurs. Nous parlerons du titre de maître restaurateur. Est-ce un titre sécurisant, notamment pour le développement financier et pour les banquiers? Nous en parlerons à 17h10. CIRA TV se poursuit avec ses plateaux. Rendez-vous dans moins de 10 minutes. À tout de suite.